La République démocratique du Congo, c'est uniquement du côté de ce qu'ils appellent des élections, le pouvoir nominatif. Mais le vrai pouvoir économique, personne ne le définit. Nous parlons de la France et de la RDC. Apparemment, les relations entre la France et la RDC ne sont pas très bonnes. Dans le sens où la France, comme les pays européens, exploite beaucoup le minerai congolais. Et logiquement, le Congo est un pays riche alors qu'il est d'un des plus pauvres. Parce que c'est une volonté politique à faire gagner plus les pays étrangers que son propre pays. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Passons à une autre question sur le Congo. Monsieur Takizala, les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Congo, comment sont-elles? Pareil comme entre la France et la République démocratique du Congo, ces relations depuis les années de Marshal Mobutu, c'était uniquement dans le secteur diplomatique et politique et militaire, sécuritaire. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les multinationales américaines sont présentes, mais quand vous allez dans le territoire américain, vous allez chercher, en comptant le doigt, les multinationales ou les B2B ou les entreprises congolaises. Ça signifie que le côté congolais joue toujours en déficit, mais le côté américain est présent dans le territoire congolais. Ok. Et pourquoi la Russie, monsieur Takizala, pourquoi la Russie a signé une coopération militaire avec le Mali et a doté 4 hélicoptères de combat, des chars, du matériel de combat, et le gouvernement malien a toutes ces structures, a toutes ces armes, elle travaille avec ce pays. Et pourquoi le gouvernement congolais n'a pas eu droit à tout ça? La FARDC ne l'a pas eu. L'armée congolaise ne l'a pas eu. Pourquoi? Bon, c'est question des conventions, c'est question des échanges diplomatiques entre les États. Je pense qu'aujourd'hui, tout puissant, parce que la Russie a une présence dans le monde, hein, quand vous allez en Syrie, quand vous allez par exemple au niveau de Libye, la République centrafricaine, la Russie a ses industriels. Il faut comprendre que les armes dans tout le pays du monde, ce ne sont pas les États, entre guillemets, du côté politique qui fabriquent les armes, ce sont les entreprises. Ça signifie qu'au Mali aujourd'hui, il n'y a pas, c'est comme le Congo pareil, l'entreprise est absente. Ça signifie que les industriels maliens, et c'est un comptant droit, c'est un État qui s'est construit uniquement autour de la politique et de la bureaucratie. Alors logiquement aujourd'hui, quand vous regardez, c'est un pouvoir qui vient autour des armes, et ce n'est pas un pouvoir qui vient autour des élections. Et quand d'abord le pouvoir vient autour des armes, il essaye de faire des alliances avec ceux qui peuvent le protéger du point de vue sécuritaire. Et aujourd'hui, le colonel qui est à la tête de la junte malienne a essayé, parce qu'il faut comprendre aussi que du côté de Mali, depuis que le président Amadou Toumaré a quitté le pouvoir, et depuis que Muammar Kadhafi a quitté le pouvoir, ça signifie que cette zone sahélienne a vraiment des problèmes de sécurité. Et du côté du pouvoir malien... Excusez-moi, je vous coupe, monsieur Takiza. Moi, je ne comprends pas que l'armée américaine n'a pas vendu de l'armement à l'armée congolaise. On dirait que les Américains ne veulent pas que les Congolais soient forts. On dirait qu'ils ne veulent pas que l'armée congolaise a des armes puissantes. Bon, il y a une particularité entre les côté congolais. Je pense qu'il y a une hypocrisie en exploitant les minerais, en exploitant les Congolais, sachant qu'ils ne peuvent pas avoir une arme forte, et sachant qu'ils ne pourront pas répondre à leurs propres problèmes, avec ce qu'ils n'ont pas d'armes pour régler leurs problèmes, et comme ça les autres pays en profitent pour mettre la main sur leurs minerais, la main sur votre pays. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème par rapport à ça? Je vous donnerai par exemple un exemple, cher Valentino, quand vous allez par exemple à Doha. Le Qatar, c'est un pays à vocation des recherches naturelles comme gaz, comme pétrole. Mais au niveau de Qatar, il y a déjà ce qu'on appelle l'après-pétrole et l'après-gaz. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que les investissements qatariens, c'est d'abord l'intelligence. Et du côté congolais, il faut qu'il clarifie un peu les débarcations des lignes économiques. Quelles sont l'orientation économique du côté congolais? Ce n'est pas les autres qui vont faire autour des Congolais. Je pense que le Qatar a bien identifié. Ils ont créé par exemple à Jajira pour être présent dans la zone arabo-islamique.
Et aujourd'hui, ils sont autour, par exemple, du sport. Vous voyez, par exemple, des clubs comme... qu'il y a au Congo, s'il y aurait des bonnes armes, s'il y aurait du matériel, ça aurait pu régler. Parce que là, bon, je reviens sur... comment ça s'appelle? La Moudesco. Comment ça s'appelle la mission onusienne au Congo, c'est MONUSCO. MONUSCO, voilà. La MONUSCO, moi je trouve qu'elle fait son travail un peu doucement. Elle zigzague. Elle va pas droit au but. Bon. Moi je pense que si jamais l'armée congolaise avait vraiment une armée forte, avec l'argent que les Européens, que les autres nations profitent de leurs minerais, normalement l'armée congolaise a l'argent pour s'acheter des armes et pour se défendre. Même dans son propre pays, elle a du mal parce qu'elle n'a pas des armes fortes. Cher Valentino, si on retourne dans les années de la guerre en France, aux Deuxième Guerre mondiale, vous voyez que chaque État avait ses industriels. Par exemple, en France, on avait Dassault, on avait Michelin. Donc, on avait Dassault, on avait Michelin. Du côté congolais, le problème, c'est quoi? L'actif fait défaut. Ça signifie que du côté congolais, nous avons des fonctionnaires pendant 60 ans. Mais il faut maintenant que les politiques congolais arrivent clair et net d'identifier quel est leur besoin. Takizala, l'embargo, pourquoi il y a l'embargo au Congo? Bon, l'embargo, il faut savoir d'abord que pendant longtemps, dans les années moubuticiennes, le Congo était le carré américain. Ça signifie que d'un côté, la France jouait un rôle et les Américains jouaient un rôle. Après les années de l'Amérique qui a perdu un peu l'influence sur le Congo, qu'est-ce qui passait? Il y a eu des zones, beaucoup de zones en endroit, par exemple à l'est du Congo, et qu'il y a eu des morts, tout ça, en commençant au Kivu, en 94. Et cela a donné aux puissants du monde de dire non. Et comme il y avait beaucoup de mouvements guerriers, tout ça, qui achetaient des armes, et il y avait beaucoup de groupes rebelles, oui, il y a beaucoup de groupes. Beaucoup de groupes rebelles, et la communauté internationale a choisi de sanctionner le Congo avec un embargo des armes parce qu'ils avaient peur, selon ce que les Nations Unies présentaient à l'époque, que sinon les armes vont se retrouver en main des voyous. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a 3 processus électoraux qui s'est passé au Congo depuis 2006 et 2011-2018. Je crois que le moment est venu, mais moi, le vrai problème, c'est quoi? Il faut que les Congolais eux-mêmes prennent aussi le PC à ceux qui font la politique. Ça veut dire qu'ils doivent mettre des lignes claires. Au lieu de débattre autour des élections, je crois qu'ils doivent repositionner en cherchant, en créant l'actif, avec une intelligence militaire, sécuritaire, parce que la sécurité aussi, c'est l'occupation des uns et des autres. Il y a beaucoup de chômage de masse en République démocratique du Congo. Okay. Nous vous rappelons que nous sommes sur CFTV 1, nous sommes en direct avec M. Takizala, et nous débattons sur le Congo, sur ce beau pays qui est le Congo. Donc une autre question, M. Takizala, à quoi sert la MONUSCO? Ils sont au Congo depuis 1999, avec 21 000 casques bleus. Pourquoi ils n'arrivent pas à remettre la paix dans les 2 Kivu? Après tant d'années, avec tant d'argent, les problèmes continuent à avoir des morts. Et c'est le peuple qui subit tout ça. Il n'y a pas une façon de laisser faire la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas les moyens pour vraiment arrêter ce conflit. Bon, cher Valentino, vous savez, le problème c'est quoi? La MONUSCO, ça c'est la deuxième mission. Première mission, c'était uniquement observation. Parce qu'il arrive dans les années où il y avait des poches d'insécurité. Il y avait des mouvements rebelles dans une grande partie du territoire congolais, et la République démocratique du Congo, comme un État membre de la communauté internationale par l'organisation onusienne, et la communauté internationale a choisi de seconder l'un des membres qui est la République démocratique du Congo. Et maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé de mission de la MONUSCO pour qu'ils essayent maintenant de dissuader et d'aller au combat. Mais le vrai problème, c'est pas uniquement la MONUSCO, cher Valentino, oui, c'est aussi... Excusez-moi, monsieur. Les positionnements. Ils sont là depuis 99. Oui, mais... Et je ne trouve pas qu'il y a eu un grand changement. Ils ont échoué ou il y a eu quoi qui a fait que ça n'a pas marché?
que la République démocratique du Congo qui a une force onusienne. Au niveau de la République centrafricaine, il y a aussi des forces onusiennes. Il y a au niveau de Mali, il y a aussi la France qui représente américain avec l'intelligence des drones, ainsi de suite. Donc, le problème aujourd'hui en République démocratique du Congo, cher Valentino, ça signifie que c'est le repositionnement de Kinshasa. Kinshasa doit comprendre que la sécurité, on le cherche par la voie diplomatique, voie politique, voie économique. Parce qu'il y a tellement la misère en République démocratique du Congo. Je pense que les Congolais... Oui, non, mais la voie diplomatique, vous me parlez de la voie diplomatique, vous parlez de la voie économique. Mais tout ça a échoué. La seule voie qu'il faut, c'est la voie de la force pour éradiquer les forces rebelles. Moi, je crois que la MONUSCO a échoué. La MONUSCO va à reculons. Bon, aujourd'hui, nous avons un pouvoir démocratique, un démocratique du Congo à la personne du président Tshisekedi. Je pense que le président Tshisekedi préside aujourd'hui le continent africain. Je crois au que niveau Tshisekedi a des intérêts avec des États, mais bon, je ne vais pas trop débattre dessus. Je pense que Tshisekedi ne va pas au bout de son intention politique, car il est freiné par les grandes puissances. Non, le problème est qu'il faut comprendre du côté congolais localement, le président Tshisekedi arrive au pouvoir avec le pouvoir de coalition. Oui, mais c'est à lui d'imposer son... il arrive avec un pouvoir de coalition. Maintenant, le problème, c'est à lui de diriger la coalition, monsieur Takizada. Oui, mais écoutez, c'est une coalition de plusieurs belligérants qui n'ont même pas la même idéologie politique. Parce que c'est à lui de mettre la ligne politique, c'est à lui de mettre les règles. Écoutez, je vous retourne un peu en arrière. Vous savez, la cohabitation entre... Normalement, ils ont appelé ça au Congo coalition, mais en réalité, ce n'était pas une coalition, c'était une cohabitation. Vous vous rappelez encore de la cohabitation entre le président Mitterrand et Jacques Chirac? C'était, et même entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. C'est fait qu'il y a eu beaucoup de points parce que nous sommes en politique, cher Valentino. En politique, chaque camp politique défend ses intérêts. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé du côté congolais? Ça signifie que, comme l'emploi est quasi inexistant, l'élite congolaise voit uniquement l'occupation des postes politiques. Et maintenant, quand on arrive... L'élite congolaise n'a pas pensé au peuple et a pensé qu'à ses propres intérêts. Oui, j'ai inversé un peu la façon de parler. J'ai dit que l'élite congolaise, comme il n'y a pas des entreprises congolaises qui peut encadrer, qui peut mettre aujourd'hui, malheureusement, même des entreprises que nous créons, nous les autres, nous n'avons pas le marché et ni l'accompagnement. Et là, ça reste que ceux qui ont fait l'université, ceux qui ont étudié, M. Valentino, ils pensent plus à être dans l'aspect politique. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Après les années de la guerre, il y a eu maintenant un pouvoir qui était avec le président Kabila, et le président Kabila avait une reste de l'opposition. Mais quand on prend le pouvoir en 2018, que le président Tshisekedi arrive au pouvoir, maintenant le pouvoir, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, ça veut dire que le Parlement a un rôle très important. Or que le président Tshisekedi, lorsqu'il prend le pouvoir, cher Valentino, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. C'est fait que ceux qui avaient la majorité à l'Assemblée nationale, c'est le parti de l'ancien président, le président donc vous dites que Kabila a toujours les mains mises sur la politique congolaise. Kabila est toujours là. Au début du mandat du président Tshisekedi, Kabila contrôlait le deux chambres, le Sénat et le Parlement. Le président Tshisekedi avait... Est-ce que Kabila est encore là pour vous? Kabila donne encore des ordres, Kabila est encore... Oui, mais il faut comprendre que M. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Et les 18 ans, c'est lui qui était avec une majorité absolue. Alors, avec cette majorité absolue, ça signifie qu'il occupait et les entreprises d'État et les administrations de l'État. Monsieur Takizala, ma question elle est simple. Est-ce que Kabila est toujours sur le plateau, sur l'échiquier politique congolais, où il est en retrait? Non, aujourd'hui Kabila est en retrait. Il y a des personnes qui passent ces messages. Il est en retrait. Maintenant, c'est le président Tshisekedi. Mais le président Tshisekedi encore, et même la majorité actuelle, il le fait pas seul. Il a d'autres belligérants, tels que Moïse Katumbi, tels que Mbemba, tels que Bayati Lukwebo, qui était ancien ministre de l'économie de M. Kabila. Donc, ces gens-là qui ont beaucoup de députés au niveau de la chambre basse et la chambre haute, c'est eux qui font maintenant la coalition qu'on appelle actuellement en République démocratique du Congo, l'Union sacrée. Ça signifie que ces gouvernements d'aujourd'hui, il y a des ministres qui viennent, parce qu'il faut qu'on comprenne un peu le chiquier politique de la République démocratique du Congo. Ça signifie que, par exemple, l'actuel Premier ministre, cher Sama Lukonde, c'est quelqu'un qui vient du côté de l'ensemble.
et qui était aussi un ancien ministre, M. Kabila, et aujourd'hui Premier ministre, parce que M. Tshisekedi, pour défaire la majorité qu'il avait fait une coalition avec le président Kabila, il fallait aller chercher des alliés. Ça signifie que les gens qui ont des députés à l'Assemblée nationale, c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui. Donc quand vous regardez, c'est problématique, c'est vrai, je vous rejoins quand vous dites que M. Tshisekedi doit faire quelque chose, mais maintenant il faut comprendre un peu la réalité socio et politique de la République démocratique du Congo. C'est quoi que tous les belligérants, ils doivent revenir de plus en plus, cher Valentino, les républicains, et qui prennent un peu le sens de l'État, parce que la République démocratique du Congo a beaucoup reculé, parce que la croissance, on ne trouvera pas uniquement la République démocratique du Congo. Okay. Nous devons avoir des acteurs devant l'international. Ok, donc pour conclure sur Kabila, Kabila est toujours, par ses années de pouvoir, est toujours là. Il est toujours influent, il influence toujours la vie politique congolaise. Oui, mais les gens du camp de l'ancien président sont au Sénat, sont au Parlement. Oui, voilà, il y en a quelques-uns de son parti qui sont là, donc il doit poser des consignes. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont au niveau des entreprises de l'État, et ainsi de suite. Donc, ils sont toujours présents. Mais le problème en est qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit au président Tshisekedi, il doit faire le virage autour de l'entreprise. Parce que si il veut essayer que ça progresse, l'entreprise aujourd'hui est malade en République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut chercher la croissance. Mais les vrais acteurs qui font de la croissance, ce sont des entreprises. Ok. Maintenant, on va revenir sur l'Afrique et sur la situation en Guinée et celle d'Alpha Condé, qui vient de rappeler que la démocratie, ça ne s'arrête pas aux élections, c'est aussi en gouvernance et à l'État de droit de faire respecter le choix du peuple, parce que le choix du peuple est fragilisé en Afrique. Que pensez-vous de cette question, M. Takizala? Vous savez, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a vécu, je peux l'appeler français, un citoyen français, parce qu'il a passé plus de temps en France. C'est un professeur d'université qui a la culture française. Depuis combien d'années il était en France? Pardon? Combien d'années il était en France, Alpha Condé? Il a vécu beaucoup en France, hein. Il a passé plus de 10 ans, parce qu'il a étudié en France, et il a passé plus des années comme opposant guinéen en France, et il revient au pouvoir au lieu de faire des mandats comme la Constitution dit, mais le président Alpha Condé, je pense que le virage dangereux, c'était de réformer la Constitution pour faire le 3e mandat. Et c'est ce qui a fait vraiment dégénérer les choses au niveau de la Guinée. Et ça, c'est le deuxième coup au niveau de la Guinée, parce que le premier coup, c'était au niveau de ce qu'on appelle Dadis et Camara, qui avait fait aussi le premier coup d'État. Je crois que le problème du président Alpha Condé, c'était cette erreur-là de faire le diagnostic, à dire voilà, rester au pouvoir. Ils ont jamais, il fallait imiter même Nelson Mandela, qui a été populaire au niveau de l'Afrique du Sud, mais a fait qu'un seul mandat. Donc, je crois que ces problèmes-là du coup d'État au niveau de la Guinée, c'est l'erreur du président Alpha Condé de forcer le clou et à faire le 3e mandat. D'accord. Une autre question, Monsieur Takizala. Je vous rappelle qu'on est sur CFTV 1, on est en direct. Il y a un contre-exemple, le Burkina, le Niger, réussit à organiser les élections. Il semble avoir pris une voie vers une démocratisation que ces pays connaissent pas apparemment. Pourquoi la démocratisation est très fragile en Afrique, Monsieur Takizala? L'un des piliers de la démocratisation, c'est d'abord les institutions, l'administration, les secteurs privés et la société civile. Or, quand vous regardez, beaucoup des administrations africaines ont des problèmes. Il n'y a pas de réorganisation, les retraites ne sont pas préparées, mais les recrutements sont... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Donc, aujourd'hui, prenons le cas, par exemple, aujourd'hui, nous sommes l'ère numérique, hein, le 21e siècle, et quand vous regardez la plupart des États, en particulier le pays que vous venez de citer, qui a le pays d'Iranium, vous allez voir que l'administration est en retrait, et puis dans ces pays-là, si vous cherchez les hommes d'affaires nigériens qui sont forts, vous allez compter au bout de doigts. Donc cet État s'est conçu comme tous les États africains autour de la politique.
Donc les autres chapards... Mais c'est pas plutôt un problème de génération, c'est pas un problème de formation, c'est pas un problème de culture politique? Oui, mais cette culture politique, la politique, c'est une noblesse, cher Valentino. Je crois que la politique, elle est faite avec les expertises. Et la politique, il faut réunir toutes les experts pour que vous puissiez gagner. Mais les erreurs avec, il y a aussi question d'idéologie politique en Afrique aujourd'hui, ça, c'est pas clair. On ne sait pas de quelle idéologie, de quoi les politiques africaines pensent. Est-ce qu'il y a uniquement au gyrophare pour occuper des postes ou des palais? Aujourd'hui, en 21e siècle, un dirigeant politique doit être un homme du terrain, et un homme avec des élites, des alliés sur le territoire. Et les alliés, entre autres, les entrepreneurs ou les administrateurs de l'État, la magistrature, pour que les choses avancent. Donc au Niger aujourd'hui, c'est le même problématique avec l'Afrique francophone. D'accord. Une autre question, M. Takizala. Nous allons revenir sur le troisième thème, sur la France. Donc pourquoi Emmanuel Macron, a laissé passer le contrat des sous-marins? Pourquoi il a laissé passer ce contrat aux États-Unis? Pensez-vous que la France est faible? C'est question de rapport de force, hein, c'est question de rapport de force. La France, vous savez, depuis 1870, l'Amérique est restée toujours le champion de la croissance. L'Amérique reste toujours le puissant. Monsieur Takizala. Oui. Ça aurait été en Russie. Je vous dis. Vous ne pensez pas que le contrat aurait été resté en Russie? Parce que là, pour redonner à nos internautes, le contrat a été signé en France, et Joe Biden a cassé son contrat et ça a été vendu ailleurs. Alors que ça aurait été dans un autre pays, je ne pense pas que ça aurait marché comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Je vous dis que la France aujourd'hui a perdu, surtout dans la logique économique, dans beaucoup de territoires au monde. Et quand vous arrivez au Congo, le nombre des entreprises françaises sont faibles. Le nombre des alliances entre les entreprises françaises et les entreprises congolaises sont faibles. Et la France doit revenir, la France des années 70 et 80. Ça signifie qu'aujourd'hui, le rapport de force de la France est le meilleur allié au niveau de l'OTAN des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, à Paris, il y a eu le secrétaire d'État. Oui, mais vous ne pensez pas que les États-Unis ont trahi la France? Oui, mais aujourd'hui, la France est blessée. La France est en train de monter au créneau, de faire comprendre aux partenaires américains en disant « nous, nos intérêts, vous ne sauvegardez pas ». Et ça tombe bien que l'actuel secrétaire d'État américain, c'est un francophone. Ça signifie que c'est quelqu'un qui a grandi, qui a étudié en France, qui connaît bien la culture française et qui sait plus le rôle de la France. Donc je crois que le président Biden, et comme Trump était plus clivé, ainsi de suite, et le président Biden, avec les années de la crise, et quand vous êtes en période de crise, chaque État, cher Valentino, cherche à gagner en maturité économique. Donc aujourd'hui, ce contrat a été jeté de 56 milliards de dollars américains, où du côté français, il y avait 600 emplois du côté des chantiers navals, et il y avait 35 entrepreneurs français qui étaient installés en Australie. Je crois que du côté français, jusqu'à aujourd'hui, l'Élysée est monté au créneau. Le preuve en est qu'aujourd'hui, le secrétaire d'État a été reçu à l'Élysée par le président Macron. Je crois que le président Macron doit regagner l'Afrique, pas uniquement autour des échanges politiques avec des chefs de l'État. Il faut que le président Macron, parce qu'avec le montée de l'extrême aujourd'hui, parce que l'extrême, si les Zemmour sont en train de monter avec un discours clair, puisse cliver à droite de l'extrême, parce qu'il y a le chèque économique. Je crois que le président Macron, en tant qu'un ancien banquier d'affaires, il doit revenir de faire beaucoup plus avec les outils comme l'Agence française de développement ou la Banque publique d'investissement pour retourner entre le mixage entre les entreprises africaines et parce que tous ces États gagnent au niveau de l'Afrique. Mais aujourd'hui, la France a abandonné l'Afrique. La France reste uniquement au niveau de l'Afrique, qu'avec des traités avec des chefs de l'État. Les chefs de l'État, ce n'est pas eux qui créent de la croissance, mais ceux qui créent la croissance, la valeur, ce sont des chefs d'entreprise. D'accord, mais la France, pour revenir sur la France, si Macron n'arrive pas à gérer déjà des contrats pour les sous-marins, est-ce que vous pensez qu'il sera assez fort pour gérer l'Afrique? Non, mais gérer l'Afrique, je crois peut-être ça serait un peu trop paternaliste, comme si on est encore dans les années de la colonisation. Je crois qu'il faut que la lecture de la France doit changer vis-à-vis des États africains.
Il ne faut pas qu'on vienne toujours dans la logique des protocoles politiques. Il faut qu'on retourne dans la logique du protocole économique. Et c'est là où la France va gagner parce qu'il y a beaucoup de la technicité du côté français avec des grands groupes français. Et il faut maintenant louer des alliances là où on peut créer la croissance au lieu qu'on reste dans le territoire français à traiter. Parce que le vrai sujet, le sujet économique sont vraiment fuis aujourd'hui en France. On traite ce qui n'est même pas nécessaire. Vous savez, cette élection de 2022 risque de tourner autour des questions sécuritaires. Et ça, ce sont le jeu pour ne pas parler des vraies questions. Oui, et c'est justement ça qui va faire que Zemmour pourrait peut-être passer. Et si Zemmour passerait en France, l'Afrique serait vraiment mise de côté. Mais Zemmour est aussi, contre il est pour la richesse française. Vous savez, les sociétés françaises. Mais ce serait quelque chose de grave pour l'Afrique si Zemmour passerait. Que pensent les Congolais de cet homme, Éric Zemmour? Je pense qu'Éric Zemmour est en train de faire aussi une lecture fausse. Parce qu'Éric Zemmour parle de la France uniquement au niveau de la France métropolitaine. Il ne parle pas de la France avec des partenaires à l'international. Ça signifie que la valeur ajoutée de la France doit se faire avec les autres États. Et aujourd'hui, nous sommes... Monsieur Takizala, est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour ne veut pas travailler avec les pays d'Afrique? Mais quand vous clivez tel que Zemmour, quand Zemmour parle du noir comme si c'est un faible, et Zemmour oublie qu'Arriva, tout ce qu'il prend comme ressources naturelles, ne provient pas du territoire français, cher Valentino. Si on veut être un chef de l'État, nous devons avoir une lecture un peu large. On ne va pas rester dans le corbeil frontière franco-française. Il faut savoir aussi la lecture comme général de Gaulle à l'époque, qui vient à Brazzaville, comme général de Gaulle à l'époque, qui va au Sénégal. Donc cette lecture manque un peu Zemmour, et autour de Zemmour, il faut qu'il comprenne un peu que l'Afrique, ce n'est pas une marche-pied, c'est là où la Chine gagne, c'est là où les États-Unis gagnent, c'est là où la Russie gagne. Donc si lui, il reste en croyant que le noir c'est son ennemi, il est en train de se tromper, parce qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée française, c'est cet métissage culturel. Donc vous pensez que pour vous, Zemmour est une mauvaise personne? Il a un fond raciste, enfin il a un fond anti-Afrique. Moi je crois qu'il ne tient pas compte de la mondialisation. Avec tout ce qu'il dit. Moi je pense que Zemmour ne tient pas compte de la mondialisation d'aujourd'hui. Moi je pense que Zemmour doit comprendre, il faut qu'il prenne des conseillers stratèges en communication politique, qui peut zone par zone, Europe, Afrique, Asie et les Amériques. Parce que si Zemmour aujourd'hui pense que uniquement à l'intérieur de la France qui va créer, parce que le balance commerciale française est en déficit, je crois que le discours des Zemmour xénophobe doit... Vous savez que Zemmour, M. Takizala, Zemmour a déjà été condamné pour haine. Oui, mais... intention à la haine. L'échec social, cher Valentino, au niveau de la France aujourd'hui, a fait que beaucoup de politiques de la droite française, ils oublient que la sécurité, ce n'est pas uniquement le policier, que c'est la sécurité aussi, ce sont des emplois. Or, que les emplois en plein 21e siècle, prenons par exemple l'histoire des GAFA, tout ce que Google fait, tout ce que Apple fait, ça ne se fait pas uniquement dans le territoire américain. Okay. Oui, vous avez raison, on va revenir sur le Congo, et nous allons parler de la relation entre la France et le Congo. Pourquoi la France ne travaille pas assez avec le Congo? Pourquoi c'est la Chine? Pourquoi c'est la Belgique? Pourquoi c'est les autres pays qui profitent du minerai congolais? Monsieur Takizala, vous ne pensez pas que Monsieur Tshisekedi devrait plus parler avec Macron pour avoir plus d'échanges internationaux au niveau des minerais, au niveau des sociétés? Mais Tshisekedi n'est pas chef d'entreprise, mais Tshisekedi est le président de la République. Mais il peut faire des forums, il peut faire des conférences. Oui, mais ces forums-là ne peuvent pas rester uniquement autour des protocoles politiques. Il faut qu'il y ait Tshisekedi autour de lui, qu'il essaye un peu de travailler avec la jeune génération des entrepreneurs congolais, mondialistes, et qui connaît un peu le monde tel que moi qui est en face de vous. Je suis à la fois français et à la fois congolais. Donc le problème est qu'aujourd'hui, les rêves... français, enfin, il y a beaucoup francophones dans l'histoire du Congo.
Oui, mais parce que Pourquoi donc, la culturellement, France ne travaille pas beaucoup avec le Congo alors qu'ils sont liés, ils sont proches? Oui, mais culturellement, nous sommes liés. Mais maintenant, le problème est que Kinshasa doit changer sa façon de faire les choses. Kinshasa, le déplacement du président Tshisekedi à l'international, il faut amener beaucoup des entrepreneurs du côté de Kinshasa. Ce sont ces chefs d'entreprise. M. Takizala, M. Tshisekedi est venu à Paris il y a quelques temps. Quels ont été les accords signés entre le Congo et la France? Bon. La dernière visite de M. Tshisekedi à Paris, c'était à Paris il y a 2 ans, je crois, non, je sais pas. Oui, il n'y a pas longtemps, M. Tshisekedi était à Paris, c'était autour du sommet de la relance des économies africaines. Ça signifie que la France avait compris que la crise de Covid-19 a frustré les économies africaines. Il fallait chercher, c'est là où la logique... Ça fait un mois que Tshisekedi est venu en France. Voilà, M. Tshisekedi était en France parce que c'était autour du sujet qui était le sommet France-Afrique ou pour la relance des économies africaines parce que les économies africaines peinent, souffrent avec la crise de Covid-19 et c'est là où ils ont décidé... Monsieur Takizala, est-ce qu'il y a une coopération militaire entre la France et le Congo? À mon avis, aujourd'hui, signé au niveau militaire avec la France, vous savez pas? Mais pas au niveau militaire, entre guillemets, mais au niveau policier. Il y a beaucoup d'instructeurs français qui forment des policiers et congolais. Des formateurs français qui sont allés au Congo. Des formateurs la français police congolaise. Qui forment la police française, la police congolaise à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est ça. Monsieur Takizala, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, le Congo pourra vraiment profiter de ces minerais? Le Congo, pour profiter de ces minerais... Est-ce que la jeune génération ne peut pas prendre la main sur son territoire, sur son terroir, sur sa terre? Parce que ces générations qui sont à l'université, ces générations qui connaissent l'Internet, qui ont peut-être plus... qui sont plus intellectuels pourraient reprendre la main sur l'entrepreneuriat. Vous, monsieur Takizala, par exemple, vous ne pensez pas que faire une force de jeunes entrepreneurs peut peser sur la balance économique congolaise ou pas? Oui, mais nous sommes là, nous les entrepreneurs congolais de la jeune génération, nous sommes là. Le problème est que nous ne sommes pas boostés. Mais c'est quoi qui devrait vous booster pour que vous preniez de la puissance? La débarcation politique, ça signifie que l'impulsion politique. Je vous donnerai par exemple l'exemple au Nigeria. Il y a un président nigérien qui est arrivé, Olusegun Obasanjo, qui a boosté des entrepreneurs nigériens tels que Dangote, Tony Numelo, et qui aujourd'hui est en train de faire la fierté de l'économie nigérienne. Je crois que du côté politique congolais, à la personne du président Tshisekedi... Mais le président Tshisekedi ne veut pas booster, j'ai l'impression. Le président Tshisekedi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas être en conflit avec la coalition, comme vous disiez tout à l'heure, entre ses partenaires internationaux. Et surtout, il veut être tout seul à gérer la situation économique. Non, la situation économique, elle s'est faite dans 2 pieds. Ça signifie que dans la partie publique et dans la partie privée. Si M. Tshisekedi, c'est un pays qui aujourd'hui avec des déficits dans tout le secteur, si M. Tshisekedi veut mettre des marqueurs neufs, il faut que M. Tshisekedi essaye d'être à côté des entrepreneurs. Moi qui je vous parle, je suis un entrepreneur et mon entreprise ici au Congo n'a même pas de débouchés. Mais pourquoi Tshisekedi ne booste pas les jeunes entrepreneurs? Pourquoi il ne leur donne pas des budgets, des marchés? C'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'aujourd'hui, Kinshasa ne comprend pas que le XXIe siècle, pour être un État majeur, il faut avoir des entrepreneurs à succès dans le territoire. Et comme la population s'est popularisée, logiquement, du côté de Kinshasa, le palais de la nation doit essayer d'être à côté de la jeune génération d'entrepreneurs congolais et qui essaye de valoriser la valeur ajoutée congolaise pour créer de l'emploi, créer des taxes et créer des ressources et l'amener à l'international. C'est chose qui ne se fait pas à l'heure actuelle à Kinshasa. Ok. Et si vous avez un message à passer à Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui diriez? Si là il vous entend, c'est quoi le message que vous lui diriez? On vous écoute, monsieur Takizala.
J'ai dit à M. Tshisekedi d'être beaucoup sur le terrain, de ne pas faire le président palais de la nation. Il faut vraiment être maintenant. Il a fait la liste du côté politique. Plus. Il faut maintenant M. Tshisekedi puisse être à côté des entrepreneurs. Nous sommes en période de crise. Il ne faut pas que ça soit des mots, mais il faut vraiment donner du contractuel aux entrepreneurs congolais parce qu'aujourd'hui, les sociétés qui ont choisi le Congo comme deuxième nation ne jouent pas le jeu. Beaucoup sont en situation de monopole. Beaucoup ne donnent pas le virage du côté des PME congolais. Et puis, la facilitation est absente. Le marché est absent, le financement est absent. Il faut des réformes de ces côtés. Mais, monsieur Takizala, vous ne pensez pas que Tshisekedi facilite plus les étrangers dans les entreprises? Il facilite plus les étrangers que les Congolais comme vous? Bah, le problème, c'est celle-là. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez, les jeunes générations des entrepreneurs congolais sont en difficulté. Et donc, ils n'ont pas de contractuels. Et beaucoup d'entre eux. Et puis aujourd'hui, on parle plus de la création, mais les entreprises existent. Développer, ils n'ont pas de contact, c'est-à-dire? Pardon? Vous avez dit, ils n'ont pas de contact. Ils n'ont pas de contrat. Ça signifie qu'une entreprise... Voilà. Et pourquoi Tshisekedi ne fait pas en sorte qu'ils ont des contrats? Pourquoi l'appel d'offres est plus aux étrangers qu'aux Congolais? C'est ça le vrai problème. Actuellement, la gouvernance de M. Tshisekedi a mis un organisme public qu'on appelle l'inspection générale de finances pour contrôler la gestion qui n'est pas saine. Mais je crois qu'il doit mettre aussi une inspection générale autour des attributions de marché. Parce que quand la population se popularise, c'est l'emploi autour de l'État. C'est nous les économistes, nous disons les théorèmes keynésiennes. Ça signifie que c'est la commande publique qui régule la chose. Or, aujourd'hui, un pays démocratique... Et donc, ça régule, excusez-moi, M. Takizala, mais cette entreprise ne régule mal les appels d'offres. Vous dites que c'est régulé, mais apparemment, c'est à 90% pour les étrangers et à 10% pour les Congolais. C'est ça le vrai problème. Ça signifie que... Donc, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, ça signifie qu'il y a une concurrence déloyale dans le territoire. Et pourquoi les Congolais, les entrepreneurs comme vous, M. Takizala, ne montent pas au créneau et ne vont pas avoir carrément cette institution pour dénoncer cette inégalité? Non, mais nous nous disons tous les jours au président Tshisekedi que le chômage est de masse. Nous disons tous les jours avec tellement d'argent, tellement de minerais, vous devrez être un pays prospère, alors que non. Mais pour être dans le minerai, ce n'est pas lui qui va aller là-bas. Il faut faire de sorte que les entrepreneurs tels que moi qui est en face, que nous puissions être sur le terrain. Mais pour être dans le terrain, des appels d'offres, vous avez des contrats. Il faut des appels d'offres, il faut l'écosystème financier. Et c'est ça qui va permettre aux entrepreneurs congolais... L'écosystème financier développé, c'est-à-dire l'écosystème. Vous voulez dire quoi par l'écosystème? L'écosystème financier, ce sont des institutions financières à côté des entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans le pays démocratique du Congo, les banques congolaises sont en difficulté. J'ai une question à vous poser, M. Takizala. Lors de la campagne de Tshisekedi a dit « Je vais faire des Congolais des millionnaires ». Bah, M. Tshisekedi a dit qu'il va faire des Congolais millionnaires, mais quel Congolais? Ça doit être les entrepreneurs comme moi qui est en face. Est-ce que vous avez le retour de ce qu'il a dit ou il n'y a pas eu d'effet? Non, aujourd'hui, vous êtes journaliste et comme moi, quand vous regardez, est-ce que vous connaissez combien de chefs d'entreprise congolaises à l'international? Il y en a peu. Donc, il y en a peu, on ne voit pas. On avait Dokolo, fils syndicat, qui est parti, et Katumbi qui est plus dans le marché local, mais puis, qui est plus présent. Donc, nous, les autres, là, qui amènent des projets dynamiques qui peuvent aider la France, qui peuvent aider et aussi la République démocratique. C'est pour ça que nous disons au président Macron que le rayonnement de la France au niveau de l'Afrique, et ça doit passer au niveau de Kinshasa, mais au niveau de Kinshasa, il faut centrer autour des entreprises. Monsieur Takizala, excusez-moi, vous ne pensez pas, Monsieur Takizala, qu'un groupe congolais d'entrepreneurs comme vous devrait aller voir peut-être, c'est une solution que je dis, aller voir Macron, un groupe d'experts comme vous, d'entrepreneurs, et moi j'ai écrit ensemble, et Monsieur Macron, essayer d'avoir une relation pour parler à Tshisekedi, pour qu'il fasse qu'en sorte vous soyez plus reconnu dans votre propre pays. J'ai décidé, parce que depuis que je suis à Kinshasa, donc post-Covid 2019 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas retourné chez moi en France,
j'ai décidé, j'ai écrit au président Tshisekedi près des 40 courriers et jusqu'à aujourd'hui nous attendons le retour du palais. 40 courriers? Non, il n'y a pas de retour jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun retour. Et puis je commence maintenant. Comme je vous l'ai dit, et plus avec l'international que son propre peuple. Pour mon cas, il n'y a pas de retour du côté du Palais de la Nation. Et puis, j'ai décidé maintenant, comme nous sommes dans la région de l'Afrique centrale, je crois que la semaine prochaine, je vais écrire au président Sassou Nguesso et au président Macron pour dire que la francophonie ne peut pas rester uniquement la francophonie politique. Il faut que nous pensions la francophonie économique. Il faut booster les entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, si le discours des gens comme Zemmour monte, parce que le chômage est de plus en plus galopant dans des territoires francophones, et entre autres la France. Donc je crois que le président Macron a des outils qui peuvent permettre à dire à son homologue, le président Tshisekedi, qu'il faut booster la jeune génération des entrepreneurs. Et puis il faut faire, moi aujourd'hui mon entreprise, l'entreprise que je dirige, et parce que j'ai senti que le produit français est devenu de plus en plus rare au niveau du marché congolais. Aujourd'hui, je suis en train de se mettre en contact avec les sociétés françaises qui peuvent agir à travers. Et pourquoi, monsieur Takizala, pourquoi la distribution entre les produits français et congolais est si compliquée? C'est quoi qui freine le marché? Mais maintenant, le problème, c'est le relais, c'est les réseautages entre les entreprises qui sont dans le territoire congolais et les entreprises françaises. Et maintenant, nous, par exemple, moi, mais le réseautage, c'est quoi qui fait que ça signifie que de transport? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais les difficultés de transport, en termes de la logistique internationale, c'est le volume qui compte. Mais quand vous regardez le volume qui quitte la France pour la République démocratique du Congo dans le terrain des B2B, elle est faible. Parce que le nombre des entreprises... Mais oui, mais c'est la clarification politique, parce que le politique public de la République démocratique du Congo n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui qu'il fallait booster le secteur privé. Ça signifie que lorsque vous avez un secteur privé actif, c'est le secteur privé qui communique avec l'autre secteur privé. Et du côté français aussi, jusqu'à aujourd'hui, nous peinons parce qu'on n'arrive pas à comprendre le balance. Oui, mais cette communication, elle reste uniquement protocole des palais. Ça signifie qu'on voit le président, le ministre qui discutent. Il faut maintenant que cette communication passe maintenant au niveau des entreprises. Et donc, il faut que les politiques comprennent que écoutez. Il faut que les jeunes entrepreneurs comme vous soient écoutés. Il faut que du côté français et du côté congolais qui comprennent qu'il faut maintenant faire le même mixage entre Paris et Kinshasa au niveau des échanges économiques clairement bien établis, au lieu que le Paris reste toujours un couloir vide à la Chine et aux Libanais et aux Indiens. D'accord, monsieur Takizala. Je vous remercie pour votre analyse. Je vous dis à très bientôt sur CFTV1. Monsieur Takizala, encore une fois, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette émission vous a plu. Abonnez-vous en masse. Laissez un commentaire. Partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission en direct sur CFTV1. Au revoir. Le plaisir est partagé, cher Monsieur Valentino.